Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. On se trouve actuellement dans l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui était d'origine un hôpital psychiatrique. C'était le ferme Sainte-Anne créé pour les aliénés, pour pouvoir les abriter, mais aussi faire travailler pour se nourrir. Et puis, avec le temps, on s'est aperçu que dans cette population, il y avait pas mal de patients qui avaient d'autres types de maladies, des lésions cérébrales, en fait du système nerveux, qui pouvaient nécessiter autre type de traitement qu'un traitement psychiatrique. Pour cette région-là, dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, y compris à Sainte-Anne, on a vu apparaître des services de neurologie et de neurochirurgie. Et Sainte-Anne, ça a suivi le même chemin. Il y a un service de neurochirurgie qui était établi dans les années, si je ne me trompe pas, 40. Et c'est dans ce service où s'est développé, dans un deuxième temps, la chirurgie fonctionnelle et surtout la chirurgie de l'épilepsie. Maintenant, ça a été regroupé avec d'autres hôpitaux psychiatriques pour constituer une GHU, un groupement hospitalier universitaire, qui est essentiellement toujours psychiatrique, mais avec une petite activité en neurosciences. Dès que je me suis commencé à m'intéresser à la neurochirurgie, j'étais très attiré par la chirurgie de l'épilepsie, qui est une chirurgie fonctionnelle qui s'intéresse encore plus que les autres formes de neurochirurgie aux fonctions du cerveau. J'ai pris connaissance de la contribution de l'hôpital Sainte-Anne, l'équipe de l'hôpital Sainte-Anne, dirigée par le professeur Taleyrak à l'époque. C'est la raison pour laquelle je me suis adressé effectivement à M. Taleyrak et surtout M. Banco, Jean Banco, qui était un neurologue épileptologue qui travaillait avec M. Taleyrak pour développer ce type de chirurgie. Ça se pratique depuis assez longtemps, notamment ça a été mis en route par, en Angleterre, dans fin 19e siècle, mais ça n'a pas trouvé l'occasion de se beaucoup développer, étant une chirurgie assez exigeante, nécessitant le déploiement de pas mal de moyens et surtout une très bonne collaboration avec des neurologues spécialisés dans ce domaine, dans la chirurgie de l'épilepsie, par la neurologie générale, mais aussi les psychologues, les neuropsychologues. Sous l'initiative de Wilder Penfield, ça s'est développé beaucoup à Montréal et ça a encouragé beaucoup d'équipes de se lancer dans ce type de chirurgie, malheureusement sans mettre les moyens nécessaires. Et finalement, arrivant dans les années 60-70, la chirurgie d'épilepsie avait très mauvaise presse parce que les résultats n'étaient pas là. Or, à Montréal et puis à Sainte-Anne, la chirurgie de l'épilepsie a continué avec toujours des très bons résultats. Donc, à partir des années 80, de nouveau, il y a une regain d'intérêt et petit à petit, plus en plus de centres
cette fois-ci, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, se sont lancés dans ça avec des résultats effectivement tout à fait intéressants à ce jour. Pour envisager la chirurgie, il faut que l'épilepsie soit suffisamment grave, il faut que chaque patient vraiment évalue l'impact des crises sur sa vie et c'est à partir de là qu'on considère effectivement un geste aussi important que la chirurgie pour le traiter. L'autre facteur qui est encore plus important, c'est ce qu'on appelle la pharmacorésistance, ça veut dire l'absence de réponse satisfaisante au traitement médical. À peu près 30%, 20 à 30% des épilepsies ne répondent pas d'une façon suffisante au traitement médical, même si ils prennent plusieurs médicaments en même temps et le traitement est ajusté par des épileptologues, enfin des neurologues épileptologues très expérimentés. C'est à cette population que s'adresse la chirurgie de l'épilepsie. Il y a une précision à apporter, ça veut dire que toutes les personnes continuant à faire des crises malgré un traitement médical bien conduit ne sont pas des candidats à une chirurgie d'épilepsie. On estime que peut-être il y aura à peu près 70 000 personnes qui peuvent être traitées par la chirurgie. Dans cette population, il y a tous qui ne sont pas des candidats à une chirurgie curative. Donc, c'est la façon la plus reconnue de traiter l'épilepsie, c'est de retirer la partie du cerveau d'où naissent les décharges épileptiques qui donnent lieu à des crises. Mais ça, ce n'est pas toujours possible. Pour les autres, il y a d'autres méthodes, parfois apparentées à la chirurgie, comme l'implantation d'un stimulateur du nerf vague qui améliore effectivement les conditions du patient en diminuant la fréquence des crises, en peut-être diminuant l'intensité des crises, en aidant les patients de se remettre à des crises plus rapidement, mais ils sont rarement curatifs comme la chirurgie de l'exérèse qui est le standard d'or de ce traitement. Les résultats sont variables en fonction du type d'épilepsie et la cause de l'épilepsie. Pour certains types d'épilepsie pharmacorésistants, on peut arriver à des taux de guérison de 85 à 90%. Bien évidemment, en médecine, 100% n'existe pas. Dans d'autres types d'épilepsie, 50-60% de guérison et sont des objectifs assez réalistes. Ça fait partie des interventions neurochirurgicales parmi des interventions majeures qui prend 5 à 6 heures de travail sous microscope et qui expose les patients à des risques fonctionnels considérables, même si tout est calculé dans la mesure possible en amont, avec tout un bilan de fait, une cartographie cérébrale fonctionnelle de fait, des bilans neuropsychologiques de fait, et une discussion avec les patients en détail pour évaluer un peu la balance bénéfice-risque. Ça veut dire quelles sont nos chances de réussir contre quel est le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. L'épilepsie, c'est lié à une anomalie au niveau du cerveau. Mais cette anomalie peut être visible à l'œil ou sur l'imagerie aussi bien que ça peut être invisible parce que ça se passe au niveau des cellules nerveuses, des neurones,
soit le type de neurones, c'est surtout leur connexion entre elles. On ne peut pas savoir d'avance, mais tout ce qui provoque effectivement une anomalie au niveau du cerveau, des connexions entre les cellules nerveuses, les neurones au niveau du cerveau, peut donner lieu à des crises d'épilepsie. Ça peut être des anomalies de naissance, ça veut dire même qui datent d'avant la naissance, dans la formation du fœtus, des cellules qui naissent dans une partie du cerveau et migrent vers le cortex cérébral peut être perturbées dans leur migration sans jamais atteindre leur cible, leur destination, et donc ils font des mauvaises connexions et ça peut donner des crises d'épilepsie. Une autre cause, effectivement, c'est la souffrance pendant la naissance. Une cordone autour du cou, un manque d'oxygène, etc., peut entraîner une souffrance cérébrale, une mort d'un certain nombre de neurones et donc un cerveau qui est beaucoup plus sensible. Il peut y avoir aussi des tumeurs qui se développent dans le cerveau. Les tumeurs qui sont évolutives, bien entendu, sont traitées comme telles, comme une tumeur, donc ça ne nous préoccupe pas dans ce cadre-là. Le but, c'est de traiter la tumeur si c'est évolutif, et l'épilepsie, c'est quelque chose de secondaire, mais il y a aussi des tumeurs qui ne sont pas évolutives. Ça veut dire qu'on est né avec et ça ne grossit pas pendant toute sa vie. Dans ces cas-là, on ne va pas les opérer pour leur tumeur. On n'a aucune raison pour les toucher parce que ça ne va pas menacer leur vie ou leur fonction à un moment donné. En revanche, ce type de tumeur peut donner des crises d'épilepsie et ce sont les crises d'épilepsie qui peuvent présenter un handicap. Donc, on peut les opérer pour les guérir de leur épilepsie. Il peut y avoir des traumatismes crâniens aussi qui entraînent des lésions cérébrales. Souvent, ils sont assez diffuses, donc opérer, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas retirer une grande partie du cerveau. Et puis, il y a des autres épilepsies liées disons, une lésion parasitaire au niveau du cerveau ou un abcès au niveau du cerveau qui peut, bien entendu, on traite l'abcès, mais qui peut laisser une partie du cerveau très irritable qui donne lieu à des crises, donc qui peut être aussi être l'objet d'un traitement chirurgical. Disons, la majorité de nos patients vivent une vie sociale et professionnelle tout à fait normale, mais quand même, ils veulent se débarrasser de leur épilepsie. Bien entendu, il y a un autre sujet qu'on n'a pas parlé, forcément, c'est quelqu'un qui fait des crises, a besoin d'un traitement antiépileptique et le traitement des médicaments. Et les médicaments, bien que souvent bien tolérés, lorsqu'on est obligé de prendre à des fortes doses plusieurs médicaments, ça peut aussi entraîner une certaine fatigue, une certaine somnolence, une baisse de vigilance et d'autres types d'effets indésirables. Donc c'est aussi un handicap que les patients, nos patients épileptiques vivent de jour au jour. On est un peu déçus par le progrès depuis ces dernières 30-40 ans dans le domaine des médicaments, dans la mesure où il y a quand même un noyau dur d'épilepsie qui résiste à ces médicaments. Le problème vient de la nature de l'épilepsie, les mécanismes au fond de l'épilepsie. Il y a effectivement des épilepsies où les médicaments n'arrivent pas à supprimer les crises. En revanche, il y a quand même eu
beaucoup de progrès dans le domaine de la tolérance. Ça veut dire que les médicaments que nos patients prennent aujourd'hui n'ont rien à voir avec les médicaments qu'ils prenaient il y a 40 ans, qui avaient des effets indésirables, même considérables. Hein. Parfois, leur handicap venait plus des effets indésirables des médicaments que des crises proprement dit. Là, alors que je dois admettre qu'il y a eu un progrès de fait qui continue, mais bon, ce n'est jamais aussi rapide qu'on aurait pu souhaiter. Donc, c'est pour cette raison-là que le traitement médical n'a pas remplacé la chirurgie comme un traitement curatif pour ces épilepsies dites pharmacorésistantes. La base de la chirurgie d'épilepsie, c'est l'exérèse qui peut être curatif. Ça veut dire si on arrive à bien définir la zone épileptogène, c'est-à-dire la partie du cerveau d'où démarre la décharge épileptique, et si on peut le retirer, on peut retirer avec des risques acceptables, hein, on peut espérer de guérir les patients, voire un certain nombre de supprimer totalement leur traitement à long terme. Initialement, tous les malades, tous les patients opérés passaient par une telle exploration, ça veut dire la pose des électrodes dans le cerveau, ou juste sur le cerveau. Il y avait des différentes techniques, mais c'était une intervention neurochirurgicale qui comporte des risques et une procédure relativement lourde. Forte des connaissances qu'on a acquises depuis des années par ce type d'investigation, qu'on appelle électrocorticographie ou stéréoélectroencéphalographie, on sait maintenant que beaucoup d'épilepsie peut être guérie sans forcément passer par ces enregistrements utilisant des électrodes au niveau du cerveau. Ça suffit d'enregistrer à partir du cuir chevelu, hein, des électrodes de surface. L'IRM aussi a apporté beaucoup d'informations. Ça n'existait pas il y a 40 ans. Et puis le PET scan a apporté beaucoup d'informations. Et puis on sait beaucoup mieux comment interpréter les signes cliniques des crises d'épilepsie. Parce qu'on a enregistré des centaines, des milliers de crises chez des épileptiques. Maintenant, on sait qu'il y a pas mal de patients qu'on peut opérer sans passer par là, mais quand même, il reste encore un pourcentage, disons peut-être 40% de patients chez lesquels on est obligé de faire des enregistrements intracrâniens pour pouvoir proposer une chirurgie ou dire qu'on ne peut pas opérer. On connaît mieux effectivement comment s'est organisé le cerveau, on sait mieux quels signes qu'on observe pendant la crise correspondent à une activation de quelle partie du cerveau par la décharge épileptique. Donc tous ces éléments, quand on sait bien lire tous ces signes, on arrive à mieux cerner la partie du cerveau impliquée dans la crise et de là dire si on peut opérer ou non. Bien entendu, il y a quelque chose, on parlait des risques. Si on s'aperçoit que la crise prend son origine dans une partie du cerveau fonctionnellement importante, qu'on ne peut pas retirer, sinon infliger une paralysie ou une perte d'une fonction intellectuelle, cognitive importante, forcément dans ces cas-là, on dit qu'on ne peut pas opérer. Ou bien si on s'aperçoit que les crises naissent
plusieurs différentes parties du cerveau. Dans ces cas-là, on ne peut pas opérer à droite, à gauche, en avant, en arrière. Donc forcément, il faut orienter vers d'autres solutions pour ces patients. Donc on a vu un type de chirurgie de l'épilepsie. Il y a une autre chirurgie que tu pratiques souvent aussi, qui est pareil, qui est une chirurgie qu'on appelle palliative, c'est ça? C'est les implantations. J'appelle ça palliatif parce que les patients qui voient disparaître totalement les crises avec ce traitement sont exceptionnels. En revanche, ça a comme but, comme j'ai dit, de réduire la fréquence des crises, l'intensité des crises, favoriser la récupération après une crise, parce que souvent les patients restent assez endormis, désorientés, en fait confus après une crise pour un certain temps, et donc la récupération aussi c'est important. Alors c'est pour ça que j'appelle ça palliatif. Ça améliore la qualité de vie des patients sans arriver à supprimer totalement les crises. Sachant qu'en plus les patients sont souvent à l'issue même de cette chirurgie continuent à prendre un traitement anti-épileptique. Oui, absolument. C'est combiné avec d'autres types de traitements, mais ça permet effectivement un autre avantage de ce traitement palliatif. Ça permet éventuellement de réduire les autres médicaments qui peuvent être mal tolérés par ailleurs, sans que l'épilepsie soit aggravée. Alors ça, en pratique, la technique la plus utilisée comme technique palliative, c'est la stimulation du nerf vague, qui consiste à implanter une électrode autour du nerf vague qui se trouve entre la grande veine, la veine jugulaire, et la grosse artère qui alimente le cerveau, l'artère carotidienne, et de relier cette électrode à une pile qu'on pose souvent juste devant la clavicule, un peu comme un pacemaker cardiaque. Donc au lieu d'être lié, ce pacemaker, au cœur, c'est lié au nerf vague. Toujours de côté gauche, parce que le nerf vague présente une asymétrie. C'est un peu comme le cœur qui est toujours de côté gauche. Le nerf vague est relié à la partie du cœur qui commande un peu le rythme de battement, de pulsation. Et donc on avait peur, c'était montré expérimentalement chez les chiens, que quand on stimule le nerf vague, on peut modifier le rythme cardiaque qui peut poser des problèmes. De côté gauche, on n'a pas ce problème. La distribution des terminaisons de nerfs sont tout à fait différentes, donc il n'y a aucun impact sur le rythme cardiaque. C'est la raison pour laquelle c'est implanté pour l'épilepsie quasiment exclusivement de côté gauche. Il y a des contre-indications dans les médias et des contre-indications à long terme. Les contre-indications dans les médias, c'est bien entendu comme l'implantation de tout corps étranger, c'est la présence d'un foyer infectieux dans le corps. Il faut que tout foyer infectieux soit éradiqué avant d'implanter ce genre de choses. Un patient qui peut avoir besoin d'une surveillance par IRM d'une lésion au niveau du thorax, de l'abdomen, au niveau pelvien, et bien entendu, ces patients, ou au niveau du cou, ces patients, il vaut mieux d'éviter parce qu'on ne peut pas pratiquer d'IRM, tout en sachant que maintenant, avec les scanners à haute définition, avec des échographies, etc., on arrive à résoudre la grande majorité des problèmes médicaux qui apparaissent dans ce contexte sans absolument avoir besoin de passer une IRM. Mais c'est surtout la question d'indication, disons.
à un patient, ce sera un peu dommage et nous sommes franchement hostiles à ce qu'un patient qui peut être guéri par une chirurgie d'exérèse curative soit implanté d'un stimulateur qui n'apporte que, certes, un mieux, mais qui n'est pas curatif. Malheureusement, on a beau chercher, nous, dans notre service, nous implantons ces stimulateurs depuis 1996. Initialement, c'était dans le cadre d'une étude pour essayer de dégager les critères qui permettaient de sélectionner les patients à forte chance de répondre à ce traitement et éviter d'implanter chez les patients qui ne présentaient aucune chance d'être améliorés par cette stimulation. Malheureusement, on n'a pas pu dégager des critères prédictifs et à l'heure actuelle, on implante tous les patients qui ne présentent pas de contre-indications francs et pour laquelle on n'a pas d'autres traitements à proposer, soit chirurgical, soit médical. On estime qu'à peu près 50% des patients implantés vont répondre par une diminution de la fréquence des crises de 50%. Donc il y a beaucoup de patients qui peut-être verront diminuer leur crise, mais à moindre degré. Ils vont continuer à faire des crises. Surtout, on espère diminuer aussi, mais pour ceux qui continuent à faire des crises, peut-être autant de crises, et il y a pas mal qui font des crises moins fortes. Surtout, ça semble être particulièrement efficace sur les crises avec chute, qui peut être vraiment très handicapant, entraînant des blessures, des séjours aux urgences, etc. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des patients qui font autant de crises aussi fortes qu'avant, mais on a pu réduire des médicaments, le traitement médicamenteux, avec effectivement comme conséquence une meilleure qualité de vie, parce que les effets indésirables des médicaments, on peut être maîtrisés. Ça envoie des petites pulsations électriques à une fréquence donnée, hein, mais ce n'est pas en continu. C'est en général cyclique. Ça veut dire que initialement, tous les 5 minutes, ça stimule pour 30 secondes. Et puis, ça s'arrête, on attend 5 minutes, ça recommence à stimuler pour 5 secondes. Le stimulateur, on peut modifier toutes ces fréquences, la durée entre les cycles, et l'intensité, bien sûr, de la stimulation, par une espèce de télécommande qui communique à travers la peau avec le stimulateur implanté sous la peau pour que le médecin puisse modifier tous ces paramètres. Et la personne qui est implantée peut le faire elle-même ? Il ne peut pas modifier les paramètres, mais on lui remet effectivement un aimant qui a 2 fonctions. Ça peut à la fois déclencher une stimulation additionnelle pour des patients qui sentent venir leur crise. S'ils passent rapidement l'aimant, qui est sous forme d'un bracelet, devant la pile qui se trouve sous la clavicule du côté gauche, on peut espérer stopper la crise. Ça donne une stimulation additionnelle un peu plus forte, un peu plus longue, qui peut stopper les crises. L'aimant a aussi une autre fonction, parce que imaginez que, comme tout matériel implanté, il y a un dysfonctionnement et le stimulateur se met, il y a une fuite de courant par exemple, qui est très désagréable, etc. Jusqu'à ce qu'on voit
le médecin, pour qu'on s'occupe, on arrête, etc., le stimulateur, on change. Il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est de coller l'aimant avec le sparadrap sur la peau en regard du stimulateur, de la pile, et ça arrête le fonctionnement complètement du stimulateur. Alors, il y a aussi, par exemple, il faut savoir, pendant la stimulation, le patient sent quelque chose, une petite espèce de vibration. Si c'est très fort, c'est désagréable. Donc on ne met pas très fort, il y a un temps d'habituation, et avec le temps, on s'habitue, et on n'est plus... de toute façon, on n'est jamais vraiment gêné par ça. C'est même rassurant pour les patients parce qu'ils savent que leur stimulateur fonctionne. Et il faut savoir que quand le stimulateur se met en marche tous les 5 minutes, ça modifie aussi la voix parce que le nerf vague contient des fibres qui vont vers les cordes vocales. Donc je parle comme ça, par exemple? C'est plutôt l'inverse, ça devient un peu plus... le timbre se modifie un peu. Et si on est en train de chanter, on chante faux. Donc pour ceux qui sont des adeptes effectivement de la chanson, font partie des choraux, etc., il y a une solution. Pendant leur présentation, ils n'ont qu'à coller leur aimant et cette modification de voix ne se produise pas pendant cette période-là. Et comme toute pile, ça s'épuise au bout de certains temps. Souvent, ça dure à peu près 4-5 ans. Changer la pile, c'est une intervention de 5-10 minutes. Hein. C'est très vite fait. On sort l'ancienne pile, on débranche, on branche une nouvelle pile et on remet à sa place. L'intervalle entre ces remplacements de piles, ça dépend un peu de la consommation. Les différentes personnes, ça dépend des paramètres, des protocoles utilisés, les intensités nécessaires, les impédances effectivement de système. Donc ce n'est pas une durée très précise. Mais ces changements de piles sont aussi une occasion pour éventuellement passer à un modèle plus performante parce que le progrès ne s'arrête pas. On a des piles plus performantes qui offrent des fonctionnalités additionnelles. Donc c'est une occasion de upgrader, disons, les piles. Entre-temps, il est apparu un modèle réactif qui intègre un petit logiciel qui analyse les variations de la fréquence cardiaque et sur cette base-là peut déceler les subtiles modifications annonciatrices d'une crise d'épilepsie. Parce qu'on s'est aperçu que dans jusqu'à 80% des patients, il y avait des petits changements de la fréquence cardiaque, mais la fréquence cardiaque est très variable. Si on fait un effort, ça change, mais ce n'est pas exactement le même profil. Donc ça nécessitait effectivement un logiciel et un algorithme spécifique. Et si effectivement l'appareil détecte cette modification de la fréquence cardiaque qu'il capte, parce que c'est positionné vraiment en regard du cœur, du côté gauche, s'il capte ça, ça envoie une stimulation additionnelle, un peu plus forte, un peu plus longue, dans l'espoir que, exactement comme l'aimant, que ça bloque l'arrivée de la crise. Oui. C'est particulièrement utile pour ceux qui font beaucoup de crises pendant la nuit, parce que même s'ils sentent venir, comme ils dorment, ils ne vont pas réagir. Et or, les crises nocturnes pendant la nuit peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie, parce que le sommeil n'est pas réparatrice. Nous sommes toujours à la recherche
des méthodes de stimulation. Pourquoi? Parce que les techniques utilisées jusqu'à là consistaient à toujours détruire quelque chose. Et la destruction, c'est toujours un peu gênant parce que même si on détruit des tissus malades, il peut avoir des composantes fonctionnelles qui sont aussi détruites avec. Le grand avantage de la stimulation, c'est réversible. Ça veut dire on modifie le fonctionnement d'une région sans le détruire, et si on arrête la stimulation, tout revient comme avant. On a vécu ça avec le Parkinson, la maladie de Parkinson. Avant, le traitement, c'est de créer une lésion dans certaines parties du cerveau pour arrêter le tremblement, mais c'était d'abord, c'était pas modulable, ça veut dire une fois créé, c'était créé, ça ne bougeait pas. Si c'était trop grand, si ça touchait d'autres choses, il n'y avait rien à faire et on ne pouvait pas revenir en arrière. Alors que là, maintenant, avec la stimulation, on peut augmenter l'intensité, on peut changer la fréquence, on peut moduler en fonction de l'efficacité l'efficacité clinique de la stimulation. On ne crée pas une lésion irréversible. Et si ça nous donne pas satisfaction, on n'a qu'à éteindre le dispositif et, si besoin, retirer l'électrode. Donc, pour l'épilepsie, si on pouvait faire quelque chose de pareil, je pense que ce sera un grand progrès. Donc, premièrement, un patient épileptique qui fait des crises malgré un traitement antiépileptique bien ajusté, bien conduit. Il faut qu'il prenne ses médicaments comme il faut, sans oublier, sans négliger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il soit vraiment, ou elle soit vraiment handicapés par les crises. Il faut que les crises aient un impact sur leur qualité de vie de façon significative. Et puis, une fois que ces deux facteurs sont réunis, il faut s'adresser effectivement à quelqu'un de plus spécialisé qui va dire si les crises naissent dans une certaine partie du cerveau identifiable et qu'on peut retirer. Et donc ça, c'est pour cette raison-là que c'est un peu moins que la moitié des patients qui continuent à faire des crises malgré un traitement bien conduit arrivent jusqu'à la chirurgie. C'est une chirurgie, la chirurgie d'XRS, c'est une chirurgie majeure. Hein. On s'expose à des risques significatifs, mais bon, une vie de l'épileptique aussi, ça expose à beaucoup de risques. Ça use le corps, ça use l'esprit, ça use les relations sociales et il faut mettre tout ça dans une côté de la balance contre les risques qui ne sont pas négligeables. Donc c'est un calcul assez important à faire qu'on fait avec les patients en discutant avant de effectivement procéder à ce type de chirurgie. La grande majorité des patients effectivement répondent au traitement médical et puis avec le développement du traitement médical, des médicaments qui sont mal tolérés maintenant, qui ont des effets secondaires, on va trouver des médicaments qui ont encore moins. Donc ça, c'est la voie à suivre. Ce n'est que des patients vraiment qui sont handicapés par les crises, qui ne répondent pas au traitement médical, chez lesquels il faut considérer, entre autres, cette solution.